Un grand merci à tous d'être présents ce soir, et au nom de Creative Valley que je représente, de la Smart, des Jeudis du Libre et du Mondaneum qui nous accueillent dans ce lieu vraiment inspirant. Voilà, je vous remercie d'être là avec nous ce soir. Donc aujourd'hui, on voulait vous rassembler pour adresser un positionnement, quelque chose qu'on veut vraiment voir évoluer à Mons au niveau de la dynamique de mutualisation des ressources, de partage, de cette évolution de l'économie vers une économie plus collaborative. Et donc Michel Boens nous fait le plaisir de venir à Mons donner une conférence pour parler justement de cette théorie qu'il défend pour sauver le monde, évoluer vers une économie plus collaborative par la mutualisation des ressources. Et donc ce soir, avant cette conférence, nous avons organisé des ateliers pour justement partager les expériences de chacun, les besoins, les adresser et voir comment sur Mons on peut développer des pratiques pour favoriser cette mutualisation des ressources. Alors, donc voilà, ce soir, nous allons avoir un Facebook Live que nous allons démarrer, et donc la conférence sera retransmise à partir de la page de Facebook de Creative Valley pour que les personnes qui ne savaient pas être là ce soir puissent aussi bénéficier de la conférence de Michel Boens. À la fin de cette conférence, nous aurons une séance de questions-réponses, et donc nous invitons les personnes qui nous suivent en ligne à commenter et à poser leurs questions en commentaire en dessous de la vidéo, et donc nous allons les récolter et nous pourrons aussi les poser à Michel Boens à la fin de sa conférence. Donc voilà, pour Michel Boens, qui est quand même le théoricien belge qui a été reconnu parmi les 100 personnes les plus influentes en ce qui concerne la vision d'un avenir durable, et c'est vraiment un plaisir pour nous de l'accueillir aujourd'hui. Nous avons échangé beaucoup pendant les ateliers, dont il va d'ailleurs faire un retour pour vous partager ce qui est ressorti de ces ateliers qui étaient fort différents, un atelier qui était plus orienté vers comment mutualiser les outils, les pratiques pour les porteurs de projets pour mieux répondre à leurs besoins, et un autre qui était plus orienté vers tout ce qui est outils ouverts, open source, auxquels chacun peut avoir accès et peut contribuer, et comment ces outils peuvent permettre d'améliorer justement la mutualisation des connaissances, etc., sur un territoire comme celui de Mons et ses alentours. Voilà, donc je laisse la parole à Michel Boens qui va nous expliquer tout ça. Merci d'être venus assez nombreux. Je vois que la salle est quand même pleine. Donc c'est la deuxième fois que je viens à Mons, si je ne me trompe pas. Ah, là ça a bougé sans que j'ai rien touché. C'est bon. Ok, un instant que je me retrouve quand même. Ah oui, ok. En fait, je suis bibliothécaire. Mon premier métier, c'était bibliothécaire pendant 12 ans. Donc pour moi, c'est un peu je ne vais pas dire que c'est le Vatican, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, de savoir donc, qu'il y a un lieu où les gens, les Belges ont inventé en fait ce qui allait devenir l'Internet 50 ans plus tard. Vous avez déjà anticipé beaucoup d'idées au niveau du partage de la connaissance. Donc j'ai parlé en deux parties. La première partie, ce sera une sorte de mise en contexte, pourquoi aujourd'hui les communs. Et le deuxième aspect, ça va être l'expérience plus concrète des Gand. Donc je vous demande un peu patienter pour ceux qui ne sont pas théoriques. Donc la première partie sera plutôt les grandes idées, l'histoire, etc., etc.
Alors, aussi, tout de suite pour vous rassurer, c'est pas moi qui va sauver le monde, c'est vous. Donc, on m'a déjà reproché, le titre du livre, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais quand même, je l'ai accepté. En fait, donc l'idée de sauver le monde du bouquin, c'est pas une idée, c'est les pairs, les commoners qui vont changer le monde. Alors, pour comprendre ce que sont les communs, moi j'utilise une grammaire relationnelle. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont plus ou moins les mêmes idées là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 4 façons principales qui ont existé dans toutes les époques et dans toutes les régions pour distribuer les ressources qu'on a besoin pour vivre. Et en fait, on peut même faire une historique, c'est-à-dire que les différents modes d'allocation des ressources ont toujours existé, des modes d'échange, mais avec des combinaisons différentes et des modes de domination différents. Donc il y a toujours une qui domine et qui force les autres à s'adapter à ces dominations. Je m'explique. Donc on va faire d'une façon historique. Donc au début de l'humanité, en fait, les communs, c'est la norme. Donc quand on est un petit groupe nomadique et qu'on voyage beaucoup, la propriété n'a pas beaucoup de sens. Et en fait, donc, le chasseur va chasser, c'est pas pour lui, c'est même pas pour sa famille, c'est pour le groupe. Et il y a des règles vraiment spécifiques dans ces tribus, comment partager ce qui a été chassé, etc. Et ça peut-être vous paraître étonnant, mais par exemple, il y a beaucoup de tribus en Amérique latine, dans l'Amazonie, où le chasseur reçoit le moins. Donc c'est celui-là qui revient avec la plus grande bête, on va dire, qui choisit le dernier, ce qui est à manger, parce qu'il a déjà le prestige. Donc il y a des règles. Donc le commun, en fait, ça c'est très important, c'est une relation entre une personne et une sorte de totalité. Donc c'est pas l'économie du don. L'économie du don, c'est je vous donne quelque chose, donc vous vous sentez un peu obligé de me rendre quelque chose. Donc ça c'est l'économie du don, on va donner quelque chose, et la personne qui a reçu le don va se sentir responsable pour redonner autre chose qui soit au moins aussi grand que le don pour établir la relation entre les deux. Donc ça vient après, c'est-à-dire que le commun c'est le premier mode, donc on fait quelque chose avec un commun, par exemple un développeur Linux, il va travailler sur un petit problème d'informatique qu'il a, il va mettre ça dans le commun de Linux, dans l'open source de Linux. Il n'y a pas une personne en particulier qui le sera redevable de ce don. En fait, c'est comme on dit en anglais, give a brick, get a house. Donc il va apporter sa petite pierre, mais en échange, lui et les autres, elle et les autres vont avoir donc le bénéfice de tout le travail commun qui existe. L'économie du don, ça vient après, donc quand il y a une sorte d'amplification du mode tribal et les fédérations tribales, une fois qu'il y a aussi la sédentarisation est très importante, donc une fois qu'on est fixé dans un lieu, pour faire la paix, il faut faire des dons. Donc on va pacifier la société en faisant des dons. C'est l'économie du don. Troisième modalité, c'est la redistribution, et surtout la redistribution étatique. Et là, en fait, les anthropologues ne savent pas très bien comment c'est venu. Enfin, il y a des théories, par exemple, que ce serait l'agriculture avec le grain qui a créé les conditions pour l'État. Mais donc, peut-être un peu une sorte de mythologie de l'État, c'est-à-dire donc il y a une tribu, à un moment donné, qui s'est sentie obligée de conquérir une autre. Une fois qu'on est dans ces situations, évidemment, l'économie du don ne fonctionne plus. Parce qu'on a conquis, on domine. Donc c'est là que la redistribution va se faire, et qui est la troisième modalité. La quatrième modalité, c'est évidemment le marché. Alors ce qui est très important pour les communs, c'est que les communs reviennent souvent après des grandes crises écologiques. Alors je ne sais pas si vous connaissez une étude qui est apparue il y a environ 18 mois, qui s'appelle HANDY, Human and Nature Dynamics. Et en fait, la thèse de cette recherche, c'est que les sociétés humaines fonctionnent plus ou moins avec la même modalité que dans le monde animal, c'est-à-dire le prédateur et la proie. Donc le tigre et la gazelle. Les tigres vont manger trop de gazelles. À un moment donné, il n'y a plus assez de gazelles et le nombre de tigres va tomber et le nombre de gazelles va augmenter. Jusqu'à un moment donné où l'écologie va se rétablir. Donc ce cycle
On peut aussi le voir dans les sociétés de classe, c'est-à-dire le peuple et les élites, prédateurs et proies. Donc on a un cycle récurrent de crises. Donc en fait, les collapses ou les crises systémiques ne sont pas irrégulières, elles sont très régulières dans l'histoire de l'humanité. Et par exemple, dans cette étude, vous allez voir une liste incroyablement longue de civilisations qui ont disparu. Et souvent, donc, la façon dont ces civilisations vont se remettre à flot, c'est par les communs. Je vous donne un exemple que vous connaissez bien, parce qu'on vit en Europe ici, donc l'histoire européenne. Donc, qu'est-ce qui se passe après la chute de l'Empire romain? Il y a 5 siècles de vide, entre le 5e et le 10e siècle. Vide par rapport au niveau justement de la complexité civilisationnelle. Mais qu'est-ce qu'on fait? Les moines chrétiens, vont mutualiser leurs connaissances. Donc, les ingénieurs de l'époque, ils sont responsables pour 90% des innovations technologiques de la première révolution industrielle au Moyen-Âge. Ils ont de l'open source. Tous les moines, surtout les cisterciens, vont développer des techniques et vont les partager dans toute l'Europe, dans toute la sphère civilisationnelle européenne. Donc toutes les innovations circulent d'une façon, disons, assez facile. Deuxième aspect du changement, c'est la mutualisation des infrastructures. Donc là, je pense aux monastères. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les moines vivent comme les élites. Donc les moines ne vivent pas comme les paysans, ils ont un mode de vie qui est le mode de vie de l'élite. On n'a qu'à voir les monastères en Toscane et tout ça. Donc après 100 ans, ils sont toujours les plus riches de la région. Mais avec un coût matière-énergie, un coût thermodynamique qui est beaucoup plus bas qu'une classe dirigeante normale. Donc il y a une mutualisation des infrastructures qui permet de diminuer de façon tout à fait significative l'utilisation de la nature et des ressources humaines. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et troisième aspect, c'est la relocalisation de la production. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une émergence et une croissance exponentielle de l'open source, donc de la connaissance mutualisée. On est en plein dedans. Deuxièmement, on voit qu'il y a une mutualisation des infrastructures. C'est souvent mal nommé, l'économie collaborative, la sharing economy, c'est souvent mal fait, c'est souvent extractif, mais c'est une mutualisation des infrastructures. Et en dehors de cette mutualisation extractive, il y a énormément de mutualisation générative. Donc des personnes qui ont des communs, qui créent des entités économiques autour des communs pour pouvoir en vivre, mais avec un point de vue génératif, c'est-à-dire comment est-ce que je peux générer une plus-value pour l'expansion des communs et pour survivre en tant que commoner. Exemple, c'est une différence très importante. Un agriculteur biologique va augmenter la qualité du sol année après année. Un agriculteur industriel, il fait le contraire. Donc il y a un mode extractif et un mode génératif. Alors au niveau de l'histoire des communs, peut-être faire aussi là un petit sommaire de l'histoire des communs. Donc les premiers communs sont évidemment des ressources naturelles. Donc avant le capitalisme, les gens ont un accès direct aux ressources productives. Par exemple, les paysans du Moyen-Âge, il y a la terre du seigneur, il y a la terre de la famille, mais il y a aussi la terre commune, les communs du Moyen-Âge. Les pêcheurs vont mutualiser la façon dont ils vont pêcher. Les flancs de montagne en Suisse sont encore toujours des communs aujourd'hui. Donc en fait, quand vous voyez les photos de la terre, vous allez voir les régions les plus vertes sont des communs. Et les régions où il y a un déboisement, c'est où les forêts étaient privatisées. C'est vraiment très clair au niveau de la photographie de la terre. Et en fait, pour revenir à l'idée du cycle, donc vous allez voir par exemple 12e siècle au Japon, complètement déboisé. Et donc il y a une recommunification du Japon au XIIe siècle. Les terres redeviennent un commun de l'empereur, donc on ne peut pas les toucher. Et au XVe siècle, le Japon est de retour tout à fait reverdi et s'est restauré. Donc ce cycle, on peut le retrouver dans plusieurs exemples. Alors, deuxième période des communs, une fois que le capitalisme émerge, il y a un mur entre les gens et les ressources productives, c'est-à-dire les gens qui travaillent ne sont plus propriétaires des ressources naturelles. Et donc ce genre de commun, on le voit bien en Europe et aux États-Unis,
ont tendance à disparaître. Donc chez nous, il y a très peu encore de communs au niveau des ressources naturelles. Ils existent encore, hein. Un tiers de la terre en Galicie est encore en commun. En France, il y a l'association des sections communaux, il y a 100 000 membres. Donc dans les Pyrénées, dans les Vosges, dans les Alpes-Maritimes, il y a encore toujours des communs. Mais ils ne sont pas forts, ils sont en danger, etc. Ils ne sont pas connus. Donc ça, c'est la deuxième période. Quels vont être les communs dans le capitalisme? C'est important. En fait, ce sont les communs sociaux. Donc les paysans qui ont été chassés de leurs terres pendant ce qu'on appelle les enclotures, je suppose que vous savez de quoi je parle, donc au XVIe siècle, je crois, mais déjà en fait ça a commencé au XIIIe siècle. Donc il va y avoir une privatisation des sols. Donc au niveau de la propriété féodale, il y a des droits et des devoirs, mais la propriété, on va dire capitaliste, privée, c'est une propriété absolue. Donc à ce moment-là, les propriétaires vont dire je vais gagner plus d'argent avec les moutons qu'avec les personnes. Et donc il va y avoir ce phénomène d'enclôture. Donc on va chasser les paysans de leurs terres. Tous ces paysans se retrouvent dans les villes comme des vagabonds et cherchant du travail, donc les futurs travailleurs. Ils vont mutualiser les risques de leur vie. Comme ils sont dans les villes, il n'y a aucune protection sociale à l'époque. Donc la deuxième grande vague des communs, c'est la vague de la mutualisation des coopératives, des mutuelles, etc., qui va être étatisée avec l'État social. Donc on a une sorte de perte de cette autonomie au niveau des communs sociaux, et on va aussi perdre le sens que ce sont des communs. On va s'imaginer, et la plupart des gens aujourd'hui s'imaginent que c'est un service étatique. Mais il faut bien savoir qu'à l'origine, l'État social, c'est simplement une expansion de tout ce que le mouvement ouvrier avait trouvé pour gérer les risques de la vie. Troisième moment des communs, c'est les communs digitaux. Et c'est très important parce qu'en Occident, on avait oublié les communs. Le Code Napoléon, il faut bien chercher, on ne trouve plus les communs. Donc c'est le privé et c'est le public. Toutes les luttes politiques dans la société industrielle occidentale, ça a été privatisé ou nationalisé. Donc, comme on dit en anglais, liblab. Et environ tous les 30 ans, le pendule change de côté et il y a une vague de remutualisation, de renationalisation ou de reprivatisation. Donc les communs avaient plus ou moins disparu de la conscience sociale. Mais aussi, donc, parce que c'est ça qui est important les communs, la capacité qu'ont les gens à travailler ensemble, à gérer ensemble. Parce qu'un commun, c'est une ressource partagée qui est co-créée par une communauté d'utilisateurs et qui est gérée selon les normes et les règles de ces communautés ou des parties prenantes. Donc c'est ça qui est spécifique au commun, c'est que ce n'est ni étatique ni privé. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup oublié en Occident. Et donc, culturellement, le retour des communs par le biais des communs digitaux, par le biais de open source, a remis, si vous voulez, comme une réalité vécue pour tous les gens qui travaillent avec le numérique, et c'est quand même énormément de personnes, que les communs, ça existe, que c'est possible, qu'on doit les gérer. Et donc, il y a une gouvernance des communautés open source qui est très, très importante. Et donc, ça a été la troisième phase. Donc, il y a un retour des communs, une croissance exponentielle du code ouvert, du design ouvert, etc., etc. Quatrième moment, on est dedans. Je ne sais pas s'il y a une cause à effet, mais moi je vais quand même faire l'hypothèse. Donc c'est toutes ces personnes qui ont redécouvert les communs, qui se retrouvent dans une période de crise après 2008 qui vont se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça dans nos vies? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas remutualiser, coopérer dans notre vie de tous les jours? Donc ça c'est la vague des communs urbains. Et je vous expliquais aussi, donc il y a des études là-dessus, on est dans une vague exponentielle aujourd'hui de l'émergence et de la croissance de communs urbains. Donc il y a plusieurs études. Il y a une étude hollandaise qui s'appelle Homo Cooperans de Tine de Moor. Donc c'est vrai aux Pays-Bas et ça a commencé en 2005, pas en 2008. Pourquoi? Parce que les Hollandais ont choisi de créer une crise artificielle. Ils ont néolibéralisé leur pays et le roi a dit en 2005 c'est fini avec l'État social. Donc du coup ça a forcé énormément de gens à trouver des solutions dans la mutualisation. Vous connaissez peut-être des exemples. Un très connu, c'est Buurtzorg, soins de quartier. Donc il y a, je crois, 7000 infirmières qui ont quitté les hôpitaux pour créer des petits collectifs dans les quartiers, donc près des patients.
et qui n'ont aucune hiérarchie. Il y a un centre de support avec 30 personnes, mais toute la coordination se fait par le réseau. Donc, Buurtzorg, c'est aux Pays-Bas. C'est en train d'aller en Angleterre, aux États-Unis aussi. Un autre exemple, c'est Broadzorg. Broadzorg, c'est 50 personnes, surtout parmi les freelancers. C'est un peu une version minimale de Smart. Donc chacun paye 50 €, 60 €, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Il y a 50 personnes et quand vous êtes malade, vous recevez 750 € de vos pairs. Donc ça, c'est aussi quelque chose, il y a des milliers et des milliers de personnes aux Pays-Bas qui utilisent cette nouvelle forme. Juste pour vous donner des exemples, hein, donc voilà. Donc il y a aux Pays-Bas, il y a eu cette croissance exponentielle du nombre des communs et de projets coopératifs. Alors il y a une étude flamande de Oikos, c'est un peu comme Ethiopia ici au pays francophone, donc c'est le think tank des Verts. Donc ils sont arrivés à la conclusion qu'en Flandre, depuis 2008, donc 3 ans plus tard ici avec la vraie crise, il y a eu une croissance exponentielle des communs urbains. Alors juste pour leur définition, c'est Commonsgerichte Bürgerinitiative, en français, initiative citoyenne centrée autour des communs. Donc pourquoi? Donc ce sont des initiatives citoyennes, mais dans le cœur de leur activité, il doit y avoir un commun. Donc pour les compter, il fallait qu'il y ait un commun. Donc voiture partagée, électricité partagée, énergie renouvelable partagée, les potagers partagés, tout ça est compté dans ces critères-là. Voilà. Oui. Alors, ça c'est le dernier point ici quand même très important. Et ça c'était une grande découverte pour moi à Gand. Donc j'avais surtout étudié les communs digitaux et les modèles économiques des communs digitaux. Et donc ce que j'ai pu constater à Gand, c'est que les communs urbains ont la même structure triarchique, je vais vous expliquer comment ça marche, que les communs digitaux. Donc il y a vraiment un isomorphisme, enfin une forme très similaire dans les deux communs. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Au cœur de la création de la valeur, il y a les communautés productives ouvertes. Donc ouvert, c'est très important. Ouvert, ça veut dire chacun peut y participer. Donc chez Linux, si on croit avoir les compétences pour faire du code de logiciel, on peut, sans demander permission, offrir une augmentation du code source. Il y a un contrôle, hein, il y a tout un système de contrôle, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, chacun est libre de contribuer. Donc ça, c'est un principe très important. On pourrait penser que ce n'est pas le cas dans les communs urbains, mais j'ai trouvé dans énormément de cas la même philosophie. Par exemple, il y a à Gand les voisins de l'abbaye, donc c'est une abbaye, il y a 2 grandes abbayes à Gand, Sint-Pieter et Sint-Bavs. Cette abbaye, avec tout le terrain qu'il y a autour, a été repris en main par les citoyens, donc par les groupes de citoyens qui vivent autour de cette abbaye. Ça fait depuis 10 ans qu'ils organisent des festivals, des conférences, etc. Donc ils gèrent cette abbaye et ce terrain comme un commun. Et on peut très bien voir dans la littérature de ce projet que chacun est le bienvenu et chacun qui contribue fait partie de la gestion de ce commun. Donc ce principe est évidemment très important parce qu'avant les communs n'étaient pas ouverts. Les communs des paysans au Moyen-Âge n'étaient pas des communs ouverts. Les guildes, les communs sociaux des ouvriers au Moyen-Âge n'étaient pas ouverts. Aujourd'hui, c'est un nouveau critère qui est très important, qu'on pourrait croire uniquement actif dans le monde immatériel, où c'est facile d'être ouvert, mais en fait on le retrouve aussi dans les communs urbains. Alors, deuxième aspect de cette économie des communs, c'est les coalitions entrepreneuriales. Et vous allez voir que j'emploie un mot un peu différent, entrepreneurial, parce que justement pour faire la différence entre l'extractif et le génératif, c'est important d'avoir un langage approprié. Or, je suis sûr que vous connaissez l'étymologie. Être entrepreneur, ça veut dire prendre entre.
En flamand, c'est un peu différent, c'est prendre par en bas. Mais donc, le mot opératif, entrepreneur, c'est prendre entre. Moi, j'habite en Thaïlande et ma femme, elle, qui est thaï, elle parle des riches, elle dit des takers. Hein? Donc, dans la Thaï, c'est très clair, les riches sont ceux qui prennent. Et à l'origine du mot entrepreneur, c'est vraiment prendre entre. Donc, l'aspect extractif, même si je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs ici qui sont sûrement de bonne volonté et qui essayent d'améliorer la société. J'étais aussi entrepreneur, hein, je vous l'avoue. Donc il y a quand même cet aspect extractif. Donc l'idée, c'est très important parce qu'aujourd'hui on a Uber et Airbnb qui sont des plateformes extractives par rapport au commun. Hein. Le nouveau capitalisme n'est pas comme l'ancien capitalisme. L'ancien capitalisme, c'est je vais engager des ouvriers, je les paye, et je vais vendre ce qu'ils produisent à un prix supérieur pour créer une valeur supplémentaire. Or aujourd'hui, les nouveaux capitalistes, que ce soit Google, Amazon et tout ça, ils ne produisent pas. Ils mettent en commun et ils ponctionnent sur les communs. Donc ce n'est pas uniquement des capitalistes, ce sont des capitalistes. Donc c'est des capteurs de la valeur créée par le commun. Hein? Facebook n'a aucune valeur si nous n'échangeons pas sur Facebook. Et puis, c'est notre attention qui est vendue sur le marché de la publicité. Google, si nous n'écrivons pas les documents, il n'y aurait rien à rechercher. Uber, ce n'est pas eux qui fabriquent les voitures. Airbnb, ce n'est pas eux qui fabriquent les appartements. Donc, on voit bien qu'il y a un nouveau capitalisme qui a compris, ça c'est nouveau, parce qu'avant le capitalisme était destructeur des communs. Aujourd'hui, on a un capitalisme qui stimule les communs pour pouvoir capter la valeur qui est produite par les commoneurs. Donc ça, c'est très important qu'on vit dans un nouveau type de société où c'est les data, notre conscience, notre attention, qui sont, on va dire, le fuel, ce qui crée la valeur. Et donc c'est très important de créer des entités économiques qui nous permettent de vivre des communs qui ne sont pas capitalistes, qui ne sont pas extractifs mais génératifs. Donc la question c'est, je suis un commoner, j'ai envie de continuer de travailler sur l'open source ou sur mon potager partagé ou sur la coopérative de voitures électriques à Gand, etc. etc. Comment est-ce que je peux en vivre sans appauvrir les communs? C'est ça qui est génératif. Et ça va aussi, évidemment, pour les ressources naturelles. Donc cet aspect génératif. En fait, si on réfléchit à ce qui ne marche pas aujourd'hui, c'est plus ou moins ça. Donc on a un système qui externalise les externalités. Je devrais trouver des façons de dire ça autrement. Donc les externalités positives et négatives ne sont pas reconnues par nos activités marchandes. Hein. Donc il y a, ça j'ai pas encore de slide, mais donc imaginez-vous un quadrant, externalités positives et négatives, sociales et écologiques. Donc aujourd'hui, dans le système, on ne reconnaît encore pas toujours tous les dégâts écologiques qui sont produits par les activités marchandes. Donc il y a une étude sur les CAC 40 en France. Aucune entreprise pourrait faire du profit s'il devrait payer les dégâts causés par leur activité. Aucune, pas une des 40. Donc ça, ces externalités sont mises de côté. Mais aussi le côté positif des externalités écologiques. Par exemple, la biocapacité. Hein, donc qui aujourd'hui connaît combien de matière, énergie on peut utiliser en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, en tant que région, en tant que territoire, sans nuire à la planète. On ne le sait pas. On a des critères financiers qui cachent les véritables flux matière-énergie. Alors, au niveau social, moi j'ai beaucoup travaillé sur les comptabilités contributives. En fait, on a fait une étude de 300 communs, de 300 communautés productives, et on a vu que 78% des communautés étudiées utilisent ou travaillent sur des comptabilités contributives. C'est très très important. Donc en fait, comment est-ce qu'on doit faire pour stimuler les communs en sommaire? On doit faire comme les moines. Qu'est-ce qu'ils ont fait les moines au Moyen-Âge? Ils ont dit stop, ici s'arrête la loi salique ou la loi romaine. À l'intérieur de cette communauté, nous suivons les règles de Saint Bernard
Benoît, etc., etc. Donc, ce que les moines ont fait au Moyen-Âge, c'est qu'ils ont créé une souveraineté de la valeur. Aujourd'hui, on a une dictature de la valeur. Une valeur qui n'est pas créée par le marché n'est pas reconnue. Quelqu'un qui prend soin de ses parents, de ses enfants, n'est pas reconnu. Donc, c'est la même chose pour les communs. Le travail qu'on fait pour contribuer pour les communs n'est pas reconnu. Et donc, une des choses qu'on doit faire, si on veut une économie, une société des communs, c'est déclarer une souveraineté de la valeur, créer une membrane autour de notre production, et de dire, voilà, si on ne peut pas changer le monde à l'extérieur, on peut déjà le changer à l'intérieur. On peut suivre une nouvelle logique contributive. Nous, on va décider en tant que communauté quelle contribution on va reconnaître pour notre commun. Et on va développer une comptabilité pour faire ça. Un petit exemple, pour que ça vous paraît réaliste et pas utopique. Donc c'est un centre culturel à Milan, je viens de le découvrir, Macao. Donc ils ont leur propre monnaie qui s'appelle Common Coin. Et toutes les activités pour le collectif sont reconnues par des Common Coin. Donc ils sont payés, les gens sont payés par du Common Coin, qui a une valeur à l'intérieur de leur communauté. Donc les gens peuvent s'échanger à l'intérieur de leur communauté. Deuxième aspect, 20% des ressources extérieures, donc les subsides, les fêtes, les événements, etc., sont mis dans un revenu universel. Donc tous les commoners chez Macao reçoivent 400 € par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Donc ça permet, c'est comme un revenu universel de base. Et puis ils travaillent avec Faircoin et Fairco, qui sont des monnaies crypto, mais avec un aspect éthique et coopératif. Et ils ont déjà une banque des communs, ils travaillent avec une banque des communs qui permet justement à différentes monnaies d'être échangées. Mais ce n'est pas du tout le monde des cryptos comme on connaît aujourd'hui, ce sont des cryptos commoning. C'est des cryptos pour le commun et pas pour un hyper-capitalisme hyper individualiste. C'est ceux-là qui reçoivent les 3 milliards, ils ont déjà dépassé les venture capital aujourd'hui, les ICOs, Initial Coin Offering, mais il faut bien voir aujourd'hui, il y a 3 visions de l'homme qui font concurrence. Léviathan, donc les souverains, nous sommes des sujets d'un souverain, les souverains États-nations, mais aussi aujourd'hui les souverains Google, Facebook, etc. Donc eux, ils nous considèrent comme des sujets, on privatise nos données, on nous vend, etc., etc. Il y a une deuxième vision que moi, personnellement, je rejette, c'est la vision des anarcho-capitalistes qui sont très forts, puisqu'ils ont réussi à avoir 3 milliards de dollars pour leur projet. Donc, c'est une vision où tout le monde est un petit capitaliste. C'est uniquement la marchandise. Quand vous lisez un truc sur le blockchain, on n'a pas confiance les uns dans les autres. Donc, on doit avoir confiance dans la machine. Il n'y a pas de gouvernance dans les projets blockchain. Il faut vraiment chercher très fort et en général, il n'y a pas de gouvernance. Et le but, c'est doublement extractif. Donc, on rentre dedans, ils ont un design qui fait que la monnaie, elle monte. Donc, si on entre dedans au départ, on peut extraire la valeur des gens qui viennent après. Et au niveau de la nature, c'est doublement extractif, puisqu'aujourd'hui, Bitcoin, rien que Bitcoin, dépense plus d'électricité que le Nigeria avec 100 millions de personnes. Donc on est là dans un design extractif de monnaie crypto. Mais il y a des projets communs, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais si ça m'intéresse, il y en a. Et ça, c'en est un. Donc il y a Léviathan, Mammon et peut-être Gaïa. Gaïa, les communs. Donc il y a cette vision qui est, nous sommes tous des citoyens contributeurs et nous allons reconnaître la valeur que nous créons les uns pour les autres. Ok. J'ai oublié un troisième aspect. Donc je vous rappelle, communauté productive ouverte, coalition entrepreneuriale, générative par rapport au commun. Troisième acteur, c'est les associations infrastructurelles. Donc quand vous voyez l'open source digital, vous allez reconnaître de Linux Foundation, GNOME Foundation, Drupal Foundation, Debian, etc., etc. Donc toutes ces communautés ont une gouvernance, ce sont des communs, et les communs sont définis par le fait qu'ils ont une gouvernance. Et ils ont leur association démocratique pour la gestion de l'infrastructure. Alors ça, c'est très important, ça n'a rien à voir avec les ONG du passé. Une ONG, on est dans la rareté. Il y a un problème dans le monde, on va collecter des ressources et on va diriger les ressources pour solutionner le problème.
Il n'y a rien de mal à ça. Au contraire. Mais c'est une vision de la rareté. Une vision de l'abondance, c'est quoi? Il y a un problème dans le monde, il y a assez de personnes, de citoyens qui veulent solutionner ce problème, donc on va créer une plateforme qui va permettre aux gens à créer et gérer leur commun. On va soigner les infrastructures qu'on a tous besoin. Alors vous allez tout de suite voir que c'est aussi un modèle de société. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de passer, mais on peut considérer aujourd'hui, en tout cas moi je considère que la société civile est productive. Tous les citoyens contribuent au bien commun. 2, le marché doit être génératif et éthique par rapport à la société civile. 3, on a besoin d'associations infrastructurelles territoriales, la ville, l'État, qui sont un État partenaire, une ville partenaire qui va soutenir et rendre possible la capacité contributive de tous les citoyens. Ça, c'est une petite suggestion pour le futur de Mons, déjà. Hein. Alors, je continue et je vais passer à Gand. Oui, ça, je n'ai pas assez de temps de... oui, on va aller. On passe à Gand parce que j'ai toujours la tendance à parler beaucoup trop longtemps. Voilà, donc en 2014, j'ai fait un projet qui était un projet qui s'appelait Flock Society, Free, Libre, Open Knowledge Society, pour le gouvernement équatorien. Et là, le projet, c'était donc, ça c'était ce qu'on nous avait demandé. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Équateur ne dépend pas de ressources extractives, minières, agricoles, qui ont une fin, ils sont limités, vers une société qui dépendrait de ressources abondantes, et donc on parle de connaissances, etc. Donc l'idée là-bas, c'était de créer des social knowledge economy, donc un commun industriel, un commun scientifique, un commun éducatif. Bon, ce n'était pas un grand succès, mais ça nous a permis quand même de faire des recherches et de chercher comment ça pourrait marcher. L'Équateur a fait l'inverse après notre départ. Ils ont été encore plus dans l'extractif qu'avant, donc ils ont enclôturé le Yazumi National Park, qui était un parc le plus biodiverse de la Terre. Malheureusement, maintenant, les Chinois et d'autres vont y puiser du pétrole. Donc, ils n'ont pas cru que c'était possible, ils sont allés dans l'extractif. Petite note, la Chine, c'est très intéressant, parce que la Chine, c'est le premier hégémon de la biocapacité. Les Chinois, quand ils font des accords en Équateur, ce n'est pas pour de l'argent, c'est pour les ressources directement. On investit dans votre ferroviaire, mais vous allez nous donner du pétrole et du grain. Donc les Chinois, ils ont déjà fait le pivot vers une économie qui reconnaît les limites des ressources naturelles. Et si vous croyez leur idéologie, donc Socialist Ecological Reconstruction, ça a été mentionné 30 fois par le président Xi, dernier congrès. Il y a déjà des provinces chinoises qui ont des capacités de mesure thermodynamique tout à fait intéressantes. Donc il y a déjà des provinces comme Guizhou, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Guizhou, qui ont déjà des footprints très très intéressants, qui ont très fortement diminué. Donc la Chine, c'est très intéressant parce qu'ils ont déjà fait le pivot qu'on n'arrive pas à faire en Occident. Et évidemment, comme c'est un régime autoritaire, ça pose question. On a un régime démocratique qui vote pour Trump et un régime autoritaire qui a compris qu'on doit changer la façon de gérer l'écologie. Ok, Gand. Donc, première chose qu'on a vue à Gand, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que donc c'est la même dynamique qu'au niveau digital. Je vais donner un exemple. Donc, Gand est très fort. Ce qu'ils appellent, comment dire ça en français, l'usage temporaire de friches. Hein? Donc, quand il y a quelque chose de vide, en fait, c'est donné aux citoyens. Évidemment, ça ne dure pas, mais c'est souvent quand même quelques années. Alors, un exemple, c'était DOC, au DOC, on dit ça en français, je crois, au DOC au nord de Gand, dans le port. Donc, il y a l'organisation infrastructurelle qui s'appelle DOC. En fait, c'est une ou deux personnes payées qui gèrent l'agenda, c'est tout. Donc, c'est vraiment gérer l'infrastructure. Puis, il y a les DOC Bogonos, les habitants du DOC,
qui sont tous les projets communs qui utilisent cette friche temporaire pour faire le projet. Et puis vous allez voir des projets qui deviennent des projets économiques qui sortent des communs. Par exemple, là j'en ai mentionné deux, mais je ne me rappelle plus, je vais donner, je ne sais plus quel nom correspond à quelle activité. Mais par exemple, il y en a qui ont expérimenté avec les jardins sur les toits. Maintenant, il y a une entreprise qui fait des jardins sur les toits. Les champignons qui purifient la terre de métals toxiques, il y a une petite entreprise qui fait ça, etc. etc. Donc, vous voyez que c'est le même mécanisme que dans l'économie digitale, la communauté Linux, les entreprises IBM, Red Hat, etc. Et puis Linux Foundation, donc le doc dans ce cas-ci. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ah oui, alors peut-être vous dire que donc l'étude confirme tout à fait la croissance exponentielle. Donc on a fait 80 interviews, un questionnaire écrit qui avait été 70 personnes ont répondu. On a fait 9 workshops pour chaque système de ressources, donc mobilité, habitat, alimentation, etc. Et on avait un timeline, donc soit 50 en 2006, 500 en 2016. Donc on confirme l'étude Oikos, l'étude hollandaise, une étude catalane, donc on est vraiment dans l'exponentiel. Ce qui est aussi très très clair, je ne sais pas si c'est la même chose au digital, mais en tout cas, ici vous voyez les 5 petites flèches. Est-ce que ça marche le petit bouton là? Vous voyez les petites flèches? Donc en fait on voit que déjà la ville, la région est totalement impliquée dans les communs. Donc ça nous a étonné aussi. Donc c'est-à-dire qu'on voit que l'État soutient les organisations infrastructurelles, par exemple les friches. Le projet de friche, c'est un projet de la ville, soutenu par l'Union européenne, ça s'appelle Refill. L'incubation, donc ils aident à l'incubation des projets communs. Ils aident à l'incubation de projets économiques et ils aident les projets économiques. Donc il y a 5 différentes façons dont la ville, la région, l'État et l'Union européenne sont impliqués dans les communs. Le problème, c'est donc pas qu'il n'y a pas une implication, le problème, c'est la fragmentation, des deux côtés. Il y a une fragmentation au niveau des projets, il y a une fragmentation au niveau des services de l'État qui s'occupent des projets. Donc une personne sait ce que l'autre personne fait. Donc ça, c'est un vrai problème. Et en fait, donc la question de la ville, c'était qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est le prochain. Oui, ça c'est la même chose. Encore un petit. Voilà. Attendez, si je regarde. Non, c'est là. Je commence avec celui-là. Alors, donc, ça c'est en fait le design institutionnel pour la coopération publique commune. Et si je pourrais faire un sommaire du travail qu'on a fait à la P2P Foundation, donc on a d'abord travaillé sur le design commun marché. Je vous en ai un peu parlé, comment ça peut marcher. Donc comment avoir des entités génératives autour du commun, quels sont les critères, quelles sont les solutions. Donc on a travaillé assez longtemps là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a un document en anglais qui s'appelle Value in the Commons Economy, on explique tout ça. Deuxième sujet, c'est celui-là, c'est donc Public Commons Institutional Design, design institutionnel pour la collaboration entre les communs et le secteur public. Et là, ce qu'on propose, c'est en fait ce qui se passe déjà dans 140 villes italiennes. Donc l'Italie a été le pionnier, Bologne, la régulation de Bologne pour les soins et la régénération des urbains communs. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les citoyens ont un point, un laboratoire de ville qui est responsable pour la sélection des projets de communs urbains. C'est-à-dire que si on veut une légitimation de son projet, c'est important parce qu'il y a peut-être des anarchistes parmi vous, mais par exemple, les études Ostrom sur les communs de ressources naturelles, ça ne fonctionne que s'il y a reconnaissance de l'État. Si l'État est contre vous, vous n'allez pas survivre. Tout le poids de l'État contre votre projet, ça ne va pas marcher. Donc la reconnaissance est importante. Je vous donne un exemple, comment ça marche. C'est un exemple peu bizarre, mais enfin moi j'aime beaucoup. Donc il y a un parc collectif dans un des quartiers de Gand, qui s'appelle Dream Masters Park, qui est géré par les citoyens du quartier.
très inclusif. Il y a des migrants, il y a des réfugiés, il y a des enfants, il y a des vieux. Enfin, c'est vraiment, on voit que ça marche. C'est sur un ancien terrain industriel. Donc ils ont pris, si vous voulez, ils ont pris l'initiative de se mettre et de prendre soin. Et donc c'est vrai qu'un commun, c'est aussi un claim. C'est en fait, on dit à l'État, nous voulons nous occuper de ça. Nous voulons, donc il y a un challenge au niveau de la légitimité démocratique, représentative. Et donc dans le cas donc, de la ville, elle disait oui, parce qu'il y a des cochons. Alors vous savez sûrement, les cochons, ils ont leur queue crôlée, c'est le stress. Donc les cochons industriels, ils ont la queue crôlée. Vous allez voir, les cochons du Dream Master Park, ils ont la queue tout à fait relaxe comme les chiens, et ça va comme ça. Donc les cochons des communs sont des cochons heureux. Et c'est quand même très agréable de voir que la vie revient dans la ville. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire, que les enfants peuvent s'occuper des cochons, etc. Bon. Alors, mettez-vous maintenant dans l'esprit d'un fonctionnaire de la ville de Gand, du service protection animale. Qu'est-ce qu'il va penser? Ah oui, on connaît ça, l'enthousiasme du début, mais vous allez voir, dans 4 mois, ces cochons vont mourir de faim. Bon. Donc il y a une façon de voir le monde qui est typique quand on regarde du point de vue de l'État. Et voilà. Donc un accord du commun, c'est tout simple. Donc ça n'a rien d'ésotérique ou d'utopique. C'est simplement la ville qui dit on accepte votre commun, on soutient votre commun, à condition que vous preniez soin de vos cochons. C'est tout. Donc c'est-à-dire la ville, il y a une négociation. Donc ça c'est le deuxième point. Il y a le premier, c'est le Commons Law. Donc les initiatives communiquent avec le laboratoire. Deuxième point, c'est l'accord des communs, le Commons Accord. Et le troisième, c'est donc le City as Convener Facility, donc l'État partenaire, la ville partenaire. C'est la ville va, par le fait qu'elle connaît tout le monde, va essayer de créer une coalition de soutien pour un commun particulier. Donc elle va créer une alliance public, commun, économie générative pour soutenir des communs que la ville trouve importants et qui ont besoin de soutien. Donc ça c'est en gros, c'est pas un monstre, c'est pas très compliqué. Alors, au niveau un peu plus méta, il y a plusieurs sortes de démocratie. Et peut-être faire une petite argumentation pourquoi la ville aujourd'hui, pourquoi est-ce que la ville est importante. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont lu un livre très important qui s'appelle La Grande Transformation de Karl Polanyi. Donc, un peu suivant la même théorie que je vous expliquais au début, le capitalisme c'est 3 choses. Capital, État, nation. Donc c'est 3 en 1. C'est 3 choses qui fonctionnent en même temps et qui créent la force de ce système. Et Polanyi explique, c'est une histoire du capitalisme depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1945, il explique qu'en fait, donc il y a toujours cette lutte entre le marché et l'État. Le marché essaye de se libérer de l'État, d'être autonome et indépendant, mais en ce faisant, s'il a du succès, créer plus d'inégalités et plus de tensions sociales dans la société. Donc du coup, nation, donc qui est la communauté qui correspond à l'État, la nation va se mobiliser pour rééquilibrer. Donc la nation va... Et ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on a eu 30 ans de néolibéralisme, il y a des tensions un peu partout, et on a populistes de droite Trump, et populistes de gauche Sanders, et Corbyn, et Syriza, etc. etc. C'est ça qu'ils demandent. Ils demandent à l'État-nation de rediscipliner la société et le marché. Donc ça c'est typique Polanyi, ce qu'il appelle le double mouvement, Lib-Lab. 30 ans de privatisation, 30 ans de re-régulation, renationalisation. Le problème c'est que ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le capital est devenu transnational et donc l'État ne peut plus rééquilibrer, même s'il y a une pression. C'est pour ça que ça ne va pas marcher avec Trump et tout ça. Ça ne peut plus marcher. Et donc on est dans un padstelling, comme on dit en flamand, une situation de blocage au niveau de l'État-nation qui n'arrive plus à exprimer son pouvoir et à représenter les désirs de la nation pour rééquilibrer la société. Alors moi je crois que la ville joue un rôle dans cette dynamique. Donc on aurait tort de croire que la ville est uniquement locale. En fait aujourd'hui il n'y a plus de local. Si vous faites de la permaculture à Mons, je vous parie que cette communauté de permaculture est connectée
à des grandes plateformes d'échange de connaissances globales. Donc aujourd'hui, on est dans le global local. Avec les réseaux, on n'est plus uniquement dans le local, on apprend, on est physiquement dans le local et on est connecté globalement. Et c'est la même chose pour les villes. Donc moi, je propose que les villes se liguent transnationalement. Donc il y a le système international et il y a un système transnational. Par exemple, aujourd'hui, les villes, 40 villes du monde sont coalisées pour réguler Airbnb. Et ça, c'est négatif. Enfin, je veux dire, c'est met des limites sur un modèle extractif. On pourrait aussi dire pourquoi est-ce que ces villes ne soutiennent pas Fairbnb qui existe à Amsterdam. Or, imaginez-vous que 40 villes vont développer des logiciels séparés pour faire Fairbnb. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut créer des coopératives protocolaires. Donc, des coopératives publiques coopératives, donc les villes en tant qu'État, système de fonction publique, et les grandes coopératives ou des banques éthiques pour investir dans des communs open source pour les grands systèmes d'approvisionnement dont on a besoin. Donc un mini-ride, un mini-Airbnb, localement autonome, des coopératives de plateforme, donc où il y a des échanges entre les gens, mais la plateforme est commune, est multipartenariat, mais qui est financée par des grandes coalitions intervilles. Et ça, à mon avis, ça peut créer justement des structures transnationales qui peuvent commencer à solutionner les problèmes écologiques et sociaux. Ce n'est pas suffisant, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'État-nation, mais pour le moment, je crois que les villes sont très prégnantes au niveau du changement social. Hein? Quand vous avez Alors quand vous voyez la permaculture à Mons, vous allez dire, oui, bon, c'est 2-3 zigotos. Je suis désolé, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait la permaculture, mais bon, c'est comme ça que le Boerenbond, par exemple, parle de vous. Hein. Et en flamand, on dit Keuterbourg, c'est pour dire, bon, c'est rien, quoi. Mais si vous voyez qu'il y a 7000 projets de permaculture dans le monde, moi je vous dis qu'on est en train de changer le monde. Et c'est vrai pour tout. Donc, il faut avoir un regard qui n'est pas un regard uniquement localiste. Ce que vous faites ici, si vous êtes connecté avec d'autres personnes dans d'autres lieux qui font la même chose, vous êtes potentiellement dans un changement de structure au niveau global, pas uniquement au niveau local. Bon, allez, je reviens un peu plus concret. Dernier slide sur Gand. Donc, en fait, il y a une tension aujourd'hui entre 3 formes de démocratie. La démocratie représentative, je suis élu, donc je peux prendre des décisions pour vous. Et qui justement fait face à ce problème des limites de la démocratie aujourd'hui parce qu'elle n'a plus de leverage, elle n'a plus de pouvoir sur le transnational. Deuxième forme de démocratie, la démocratie participative. Mais souvent, le participatif, c'est du top-down, c'est-à-dire c'est la ville qui va faire un framing, un contexte pour la participation. Nous allons vous demander. Et donc c'est aussi limité. Et une troisième forme de démocratie, pour moi, c'est la démocratie contributive. Et ça veut dire quoi? Donc je vais prendre l'exemple de Gand. Donc Gand a créé un conseil pour l'alimentation biologique, locale et solidaire. Donc ça s'appelle Ghent en Garde. Alors ça doit être représentatif. Très bien. Mais ça veut dire que le Boerenbond, avec 1 million de paysans, je crois, qui font de l'agriculture extractive, est dans le conseil qui dit vouloir une agriculture écologique. Vous voyez tout de suite, ça pose un petit problème. Mais ce qui est génial à Gand, c'est qu'ils ont intégré en fait le groupe de travail sur l'agriculture urbaine dans le conseil représentatif. Donc ils ont réussi, et moi je trouve ça très important, à lier la logique représentative avec la logique contributive. Et quelle est la logique contributive? La logique contributive, c'est que si je fais, j'ai droit à la parole. Donc si la ville dit qu'elle veut une agriculture écologique, et on sait tous qu'elle ne le fait pas, ou pas suffisamment, il y a une logique qui peut dire nous allons soutenir et suivre les citoyens qui le font. C'est ça la logique contributive. Vous faites ce que nous disons qu'on veut faire. Et donc la ville, et ça c'est bottom-up, parce que ça force la ville à s'adapter
à la vraie pratique des citoyens qui sont en train de faire la transition sociale et écologique. Donc ça, c'est la logique. Elle n'est pas parfaite, hein, parce que, donc par exemple, la logique contributive est aussi une sélection. Les gens qui dirigent des projets contributifs ont un capital, pas financier, ça c'est une erreur de croire. Ils ont un capital social, culturel, relationnel très haut, comme tous les militants. Donc, c'est pas monsieur tout le monde. Par contre, l'idée que c'est uniquement des gens des classes moyennes, ça il faut oublier. Moi, j'ai étudié la question à Gand. La plupart des gens qui dirigent les projets des communs, c'est des gens précaires. Ils ont un demi-salaire du ONG et avec ça, ils travaillent 120 heures par semaine pour faire tout marcher. Donc, ils sont dans la précarité. C'est pas des gens riches, blancs, uniquement qui font marcher les communs. Mais quand même, c'est des gens qui ont un capital certain au niveau, on va dire, immatériel. Et donc, ce n'est pas une démocratie parfaite non plus. Donc, l'enjeu, c'est de comment agencer la démocratie représentative, participative et contributive dans une démocratie super compétente qui va chercher les compétences où ils sont. Et aujourd'hui, les compétences sont dans la société civile. Il y a énormément de compétences dans la société civile, pas uniquement dans les entreprises et au niveau de l'État. Et voilà, donc ça c'est une chose. L'heure en dessous, ça ne marche pas encore. Mais donc là, en fait, ce soir, on me conduit à Lille, où il y a Roubaix, Roumix, l'Internet solidaire. Et j'ai tous mes amis de l'Assemblée des communs de Lille. Alors pourquoi l'Assemblée des communs? Parce qu'il faut que les commoneurs construisent leur identité, leur voix et leur influence. Donc il faut créer des assemblées des communs et des chambres des communs. L'assemblée pour les citoyens, la chambre pour les entre-donneurs, qui créent une vie économique autour des communs. Alors en France, ça marche plus ou moins, il y en a une douzaine, mais celle de Lille va très bien. Alors je suis très heureux. On va organiser le premier Commons Tour, Tour des communs. 50 Lillois vont visiter les communs urbains de Gand le 20 novembre. Formidable, c'est la première fois je crois que ça se passe. Et moi j'aimerais bien évidemment que dans 2 ans on viendra visiter les communs urbains de Mons. Et la première chose à faire, à mon avis, c'est quand même cartographier. Il faut savoir ce qui s'y passe déjà. Et vous seriez étonné. Par exemple, j'ai un ami qui vient de Brest, Michel Briand, qui était... Donc Brest c'est aussi un modèle. Hein. Vous allez voir tout ce qu'il y a en ligne sur Brest, Wikibrest. Donc ils ont mutualisé toutes les connaissances culturelles, héritage, etc., etc. Depuis 10-15 ans déjà. Et Michel Briand, il dit, il y a 100 000 communs en France. Ah, donc, Rennes, 200, là, 300, etc., etc. Donc, il a fait un calcul, je ne sais pas exactement comment, mais je le crois. Parce que personne ne m'aurait cru, moi non plus d'ailleurs, si j'avais dit que j'allais trouver 500 communs urbains dans une ville de 300 000 habitants. Donc, ils existent à Mons, vous ne les voyez pas, c'est tout. Et comme vous ne les voyez pas, vous croyez tous que vous êtes seul. Et qu'il n'y a rien qui change. Une fois que c'est mis à la conscience, ça devient « Ah, je fais partie d'un grand mouvement ». Alors ce n'est pas évidemment les nouveaux bolcheviks qui vont vous dire comment il faut faire, c'est plutôt une question d'alignement mutuel. Si vous comprenez qu'un commun, une coopérative d'énergie renouvelable, c'est quand même pas si différent qu'un commun d'une voiture partagée dans une association, d'un jardin potager, vous savez tous que vous êtes dans le commun. Et en fait, c'est ça le shift qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, la plupart de nous se sentent encore travailleurs ou entrepreneurs dans le marché. Et on se définit comme ça. Je suis un travailleur, je suis un entrepreneur. Mais en fait, vous êtes tous en train de faire du commun aussi. Et moi, je vous propose de shifter votre conscience vers la conscience du commoning. Moi, je suis sûr que dans votre famille, vous faites du commoning. Parce que combien de parents font payer leurs enfants pour le soin qu'ils reçoivent? Et le soin, c'est pour la famille, c'est un commun. Donc, vous faites du commun. Chaque fois que vous partagez quelque chose, vous créez un truc pour un groupe humain, etc., vous êtes dans le commun. Donc moi, je propose ce shift, et il ne faut pas oublier non plus que le mouvement ouvrier, c'était des paysans qui étaient exclus de leur terre, qui se retrouvaient comme vagabonds dans les grandes villes anglaises,
mouvement ouvrier, ça a été une construction sociale, ça a pris 30-40 ans. Voilà, je vais m'arrêter ici. Alors, on m'a demandé de réagir sur ce qui a été dit dans les workshops. Je ne sais pas vraiment ce que je dois dire. Je sens encore trop d'hésitation, un peu à Mons, donc un peu qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire, etc. Alors il faut, je ne sais pas, il faut quelque chose qui allume, qui fait la première allumette. Mais moi je vois la mentalité des gens que j'ai vus en mai et aujourd'hui, et vous êtes prêts, hein? Ici, tous les gens qui sont ici, vous êtes prêts. Donc il faut vous mettre en commun. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il faut créer une assemblée des communs et vous voir tous les mois et discuter des communs que vous avez, que vous pratiquez, des problèmes que vous avez. Je vais donner un exemple. Là je termine, je fais ça toujours, hein, je termine 5-6 fois. Donc l'habitat. Donc à Gand, pour chaque système approvisionnement, voilà. Pour chaque système d'approvisionnement, il y a des solutions, il y a un écosystème des communs. Exemple, habitat, Community Land Trust, je ne sais pas comment on dit en français, donc il y a un trust qui sort la terre du marché, ce qui permet d'avoir des loyers fixes pendant un temps illimité. Donc ça, c'est la mutualisation du sol. Deuxième niveau, il y a une coopérative d'habitat, Wooncoop, mutualisation de la brique. Et il y a une vingtaine de groupes d'habitat collectif, cohousing.be, samenhuizen.be. Donc à Gand, vous trouvez au niveau de l'habitat une solution complète, orientée commun. Le problème, c'est que la légalité, évidemment, n'est pas faite pour ça. Par exemple, rien que pour un quote étudiant, c'est impossible de louer ensemble une maison. Il faut un responsable. D'accord? Donc, il faut de la politique. Donc, dans votre assemblée des communs, vous allez voir qu'il y a plein d'obstacles pour faire les communs. Alors, la plupart du temps, on peut aller autour, comme font les riches, hein, avec le Paradise Papers, tout ça. Donc, il y a toujours moyen d'interpréter les lois existantes d'une façon pro-commun. Mais il y a des fois où ce n'est pas possible, et là, on a besoin de pouvoir politique, social, pour faire pression. Alors, je termine, vraiment. Il faut aussi changer la mentalité politique, parce que, admettons que vous êtes de la gauche classique, si elle existe encore. Quelle est au fond votre pensée? Votre pensée, c'est que la valeur est créée par le marché. Et donc, on va ponctionner le marché et on va redistribuer. Or, les communs, parfois, ça démonétise, donc vous allez affaiblir le marché. Donc, si vous êtes convaincu vous-même, comme le capital, que la seule valeur qui existe, c'est la valeur marchande, vous n'allez pas pouvoir accepter les communs. Vous êtes dans un blocage. Et donc, il faut passer de la redistribution à la prédistribution. Il faut créer des modèles économiques et sociaux où la valeur, elle est déjà juste au départ. Tous les contributeurs reçoivent un retour de leur travail commun. Vaste programme, et j'espère qu'il y aura quelques-uns d'entre vous qui vont le faire. Merci. Un grand merci Michel, je crois que c'était très intéressant. Maintenant je vais voir si il y a des questions dans la salle. On va passer le micro. J'avais une question. Donc, tu as parlé de l'exemple de l'Équateur, en disant qu'il y avait eu un retour de balancier dans l'autre sens. Et je me dis, s'il y a un retour de balancier, c'est qu'il y a dû aussi avoir des choses sur le terrain, peut-être accentuées dans la communication de certaines parties, mais qui a dû effrayer l'État. Donc, quels sont ces éléments qui auraient pu effrayer l'État et l'amener dans une posture complètement inverse, en fait? C'est une bonne question, mais justement, je crois que c'est très difficile au niveau de l'État, pour le moment.
Donc premièrement, il faut que l'État croie que c'est réaliste. Et certainement en 2014, il y avait une sorte d'incrédulité par rapport à ça. Je vais donner un exemple. Moi, je parle beaucoup de Cosmo Local Production. Donc, tout ce qui est léger, on mutualise globalement au niveau de la connaissance, et tout ce qui est lourd, on refait localement. On parle des micro-fabriques, etc., etc. Donc, ça peut vous paraître totalement idéaliste et utopique. Et certainement en 2014, c'est ce qu'on me répondait. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'ING, la banque hollandaise, qui dit que le commerce mondial va baisser de 40% à cause des imprimantes 3D. Voilà. Donc ça change. Donc il y a de plus en plus de réalisations, même au niveau de l'élite, que les choses sont en train de changer. Et donc il y a une sorte de légitimité qu'on n'avait pas encore en 2014. Je vais donner un exemple de gants. Alors je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas, mais je peux vous donner une idée du potentiel. Parce que moi, ça c'est le côté politique. Hein, donc pourquoi est-ce que Trump et Brexit et tout ça c'est en marche? Parce qu'il y a plus de travail. Surtout pour une certaine couche de la population qui n'est pas éduquée, les blue collar, comme on dit, blue collar workers, comme on dit en anglais. Et donc ces gens, après 2008, ils ont encore un peu attendu, ils vont dire ça va rechanger, et puis maintenant ils ont compris, ça ne changera plus, ils sont we are FUCK. Bon, donc ils veulent changer le système. Je vais donner juste un petit exemple, comment on pourrait penser différemment. Aujourd'hui, Gand produit 5000 millions de plats scolaires par an pour les écoles publiques de la ville. Sodexo, ça vient du Lambourg, c'est mauvais, c'est plein d'additifs, enfin bref. Alors il y a un projet qui s'appelle Lunch met Lef, leefbaar ecologisch en fair, donc écologique, local et fair, et solidaire. Alors tout simplement, on va changer l'achat public pour demander du bio. C'est légal, on peut le faire, on peut demander de la qualité. Et puis on va saucissonner, comme ça n'est plus intéressant pour les grandes entreprises. Donc on va commencer à acheter de la nourriture bio des paysans locaux. Or, tout ce qui est acheté localement, le circuit de la valeur est 3 fois plus grand que ce qui est fait pour l'export. Donc l'argent que vous donnez à ces paysans, elle va circuler 3 fois plus que l'argent que vous donnez à Sodexo. Donc on appelle ça leakage analysis, donc analyse des fuites. Par exemple, dans un quartier pauvre de Mons, les pauvres vont quand même épargner un petit peu, ça va aller à la banque, mais cet argent ne va jamais être investi dans le quartier où les gens ont mis l'argent, ça s'en va. Donc c'est une fuite de valeur. Donc on va revitaliser les paysans bio de la biorégion grantoise. On va mettre en place un service de cargo bike partagé. Donc un service de transport à zéro carbone qui va créer 300-400 emplois, et on va avoir des cuistots dans toutes ces écoles. Donc on va créer de l'emploi par le commun, à tout le monde. Ceux qui font le transport, ceux qui les cuistots, ne sont pas des gens qui ont des doctorats. Donc on peut vraiment donner du travail, pas seulement aux geeks. C'est ça l'erreur. On peut donner du travail à tout le monde. Deuxième aspect, je termine, la finance circulaire. Donc les paysans bio, ils ne produisent aucune eau polluée. Donc c'est un moindre coût pour l'État, la région, la ville, énorme. Il y a déjà aujourd'hui des discussions en Normandie entre Terre des Liens, qui est un CLT pour les paysans bio, et le département, je ne sais pas lequel, pour la pollution, le département d'eau, pour remettre 20% de l'argent épargné dans un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on doit faire. Donc on doit trouver des solutions, et c'est très technique, il faut trouver des vraies solutions, des trucs concrets, pour recréer de l'emploi. Et donc je crois que ce modèle est aussi intéressant pour ça. Mais donc pour l'Équateur, je n'ai pas vraiment de réponse. Donc sauf que le pays, juste pour vous dire, il y avait 50 doctorats avant l'arrivée de Correa. Donc il n'y a pas de sociologie digitale du tout. C'est quand même important, ce n'était pas encore là. 70% des personnes sont encore dans l'agriculture, donc il n'y avait ni un vrai buy-in du gouvernement, ni en fait une vraie base sociologique, et pour ça Gand est totalement différent. Donc mon projet a été accepté par la coalition politique,
par les fonctionnaires et par les commoners. Donc il y a une vraie base sociale pour faire avancer les projets à Gand. Et donc aujourd'hui, je crois qu'en Europe, c'est très intéressant parce qu'il y a cette base sociale et de plus en plus une volonté politique et sociale. Une autre question? Merci pour la conférence. C'est simplement une question par rapport à d'autres villes flamandes que Gand. Quelle est la situation, par exemple, à Anvers? Oui, Anvers, c'est terrible. Il y a d'autres villes qui sont assez sympathiques, comme Roeselare, etc., qui sont même, on m'a dit, encore plus avancées que Gand. Je ne sais pas, j'y ai pas été, mais c'est ce qu'on me dit. Mais évidemment, Anvers, ça va en sens totalement contraire. Donc à Gand, on veut sortir les voitures de la ville. À Anvers, on veut plus de voitures dans la ville. Et donc vous allez prendre tous ces critères. Vous allez voir qu'Anvers, c'est vraiment une autre vision anti-commun. Donc en fait, la vision de la NVA, qui est un parti néolibéral, hein, donc c'est qu'entre l'État et les citoyens, il n'y a rien. Donc le citoyen est un consommateur de l'État. Et donc tout ce qui est Middenveld, comme on dit en flamand, le tissu intermédiaire, ça ne les intéresse pas, ce sont des gens qui voient comme des ennemis. Alors que ce que j'ai vu à Gand, c'est quand même très important, j'ai vu que les anciennes organisations Middenveld sont en train de devenir des organisations infrastructurelles pour les communs. Par exemple, Samenlevingsopbouw, qui s'occupe d'inclusion, et derrière une dizaine de projets à Gand. Donc les anciennes ONG sont en train de changer et devenir des organisations facilitatrices. Ils ont compris que les gens ne veulent plus acheter des cartes de membres, etc. Donc, mais ils trouvent une nouvelle identité, une nouvelle logique avec cette logique de participation et de construction de communs. Ce n'est pas une question pour Michel, mais pour la salle. Je voudrais savoir ce que chacun individuellement a imaginé pour faire un peu supplémentaire pour Mons, pour eux, pour les voisins qui les entourent. Merci. Quelqu'un qui veut réagir? Oui, j'aimerais avoir votre avis sur le mouvement qui se développe maintenant et qu'on appelle le mouvement des villes en transition. Est-ce que ça a un rapport pour vous avec ce que vous appelez le commun? Voilà. Oui, enfin, premièrement, dans la façon dont c'est organisé, donc, mais je crois qu'il y a même une différence. Donc, c'est une question de sensibilité. Donc, moi, je suis pour les communs globaux. Donc, je ne suis pas localiste. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans un endroit particulier, on vit dans une ville, une région, et on doit la développer. Mais je trouve que la connexion globale, pour moi, est une valeur en soi. J'ai l'impression, je peux me tromper, qu'avec le mouvement de transition, le global sert le local. Vous voyez la différence? Donc on va se mettre ensemble, mais pour travailler localement. Et moi je trouve qu'il faut justement du transnational. Je trouve qu'il faut vraiment une couche. Il y a des problèmes qu'on ne peut pas solutionner localement. Par exemple, l'énergie nucléaire. Comment est-ce que vous allez faire ça au niveau local? C'est impossible. Il faut une mise en échelle. Autre argument que je n'ai pas mentionné, mais c'est très important, admettons qu'on va tous faire des alternatives génératives, des coopératives de plateforme. Mais ce n'est pas suffisant, parce que pourquoi est-ce qu'on va sur Google? C'est parce qu'ils ont de l'intelligence artificielle, ils ont des algorithmes, et ça coûte extrêmement cher. Donc, il ne suffit pas de faire un petit truc local. Moi, je pense aux coopératives de consommation qui étaient très fortes dans les années 50 et 60. Ils ont tous été balayés par Carrefour, parce qu'ils n'ont pas voulu se mettre en échelle. Donc il faut le local, mais il faut aussi le transnational. Il faut être fort. Il faut toujours avoir... Quand on veut changer le monde, ce n'est pas simplement moi-je, avec des bons sentiments, c'est aussi quel est notre ennemi. On a des ennemis, et les ennemis, ils sont globaux. Hein, ce sont les corporate sovereigns, à mon avis. Ce sont des forces globales, ils veulent une néo-féodalité
Donc, dans le Moyen-Âge, on n'avait pas accès à la terre, hein, les serfs. Dans le capital, on n'a pas accès aux moyens de production. Maintenant, l'argent se fait par la finance et les données, on n'a pas accès aux données. Et ce sont nos données, ce sont nos interactions qui créent la richesse aujourd'hui. Et on nous a dépropriétisé de nos propres données. Voilà toute la problématique. Et ça, à mon avis, on ne peut pas solutionner au mouvement local. Donc moi je suis pour le mouvement de transition, et parce qu'il faut évidemment réfléchir à sa biorégion et d'où vient l'énergie, etc. Mais il faut aussi avoir une vision, à mon avis, qui est pour le monde entier. Une dernière question. En fait, tu as critiqué les approches libérales, notamment en parlant d'Anvers. Une des questions que je me pose, en fait, c'est est-ce que justement le retrait de l'État du fait d'approches réellement libérales ne suscite pas en fait une opportunité, ou en tout cas un espace de liberté pour recréer du commun, espace qui serait supérieur à des initiatives réellement pilotées par l'État, mais avec les vieux réflexes de contrôle. Oui, je crois que c'est le cas. Il y a deux raisons de faire des communs, et moi je dirais la première vague, c'est les idéalistes. Je prends l'exemple en Allemagne de Energiewende, donc le changement vers l'énergie renouvelable. Première phase, les commoners, les pionniers qui créent des coopératives. La première coopérative a dû se battre 5 ans pour avoir le droit de le faire. Donc combat, ce n'est pas donné à l'avance. Donc il faut des gens fous, comme nous, ici, qui s'engagent, même si c'est négatif pour notre vie personnelle, parce qu'on trouve qu'il faut changer. Mais nous, qu'est-ce qu'on représente? 2-3% de la population. Donc il a fallu une crise, le Fukushima, la puissance politique des Verts, et Merkel a changé. Et là, elle a changé les lois, et ça a créé un marché génératif. Donc les pionniers, le modèle pionnier est devenu la nouvelle normalité grâce à un changement régulatoire. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas s'abstenir de politique. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire une politique politicienne, mais on doit avoir une vision de pouvoir. Et la question, oui, c'est vrai que le choc comme Trump, par exemple, moi j'ai des amis aux États-Unis, j'étais 4 mois à Madison le printemps passé, elle m'a dit, tu sais Michel, les premières 2 semaines, j'étais en position fétale dans le coin de ma chambre, ainsi que tous mes amis. Et aujourd'hui, il y a 10 fois de plus de personnes dans mes réunions que quand tu étais là. Donc ça, c'est tout à fait dans le sens de Vincent? Non. Robert Viseur, non, je me rappelle, qui va me conduire à Lille. Merci. Donc c'est vrai qu'il y a un contre-courant qui est stimulé par la crise. Donc, et ça, à ce moment-là, ce n'est plus uniquement les pionniers, c'est tous les gens qui en ont besoin. On mutualise parce qu'il faut mutualiser pour vivre. Parce qu'ensemble, on est plus fort que tout seul. Parce que ça coûte moins cher. Moi, j'ai rencontré des gens à Boulder, une petite anecdote. Donc, le marijuana a été légalisé localement, mais pas au niveau fédéral. Donc, les banques ne veulent pas l'accepter l'argent. Et donc, tous ces gens ont plein d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Racheter des maisons. Donc, gentrification ultime. Aujourd'hui, donc, il y a des groupes qui créent des coopératives d'habitat et se lient avec l'achat groupé de nourriture biologique. Ils payent 5 $ la journée pour avoir tous les jours des fruits, des légumes, des patates et des machins. C'est extraordinaire. Donc, combiner tout ça, surtout, j'étais déjà coupable, mais je n'avais rien dit sur Smart. Mais maintenant, j'ai trouvé le truc, parce que j'ai travaillé 6 mois pour Smart. Donc, ce qui m'intéresse chez Smart, c'est le côté collectif de l'entrepreneuriat. Donc, c'est de dire, on fait chacun son truc, on est libre, mais en même temps, on se protège tous ensemble. Parce qu'on doit, et moi c'est un truc que je vais raconter à Sandrino. Donc aujourd'hui, le modèle de Smart est encore très individualiste pour moi. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient chez vous et vous allez l'aider, conseiller, machin, un truc. Et moi je trouve qu'une organisation comme Smart, que moi je vois comme une organisation des précaires, des travailleurs autonomes précaires, ce serait aussi par exemple, pourquoi pas nous aider à faire de l'achat groupé
une nourriture biologique. Pourquoi pas nous aider à faire de l'habitat groupé, donc c'est-à-dire devenir plus collectif. On a besoin de forces organisées qui savent nous aider à mutualiser nos vies pour diminuer les coûts financiers, mais surtout aussi pour diminuer notre coût sur la planète. On est en overshoot. Alors, je termine. Donc dans le rapport Andy que je vous recommande, Human and Nature Dynamics, donc je vous ai expliqué le prédateur et la proie. Donc en fait, au plus inégale société, au plus l'overshoot, puisque la classe dirigeante, elle croit, ça ne nous touche pas. Et le dernier livre de Bruno Latour, si vous le connaissez, il est là-dessus. Donc il dit que dans les années 80, une frange de l'élite a décidé que, bon, on était foutus de toute façon, donc on va en profiter et on va faire en sorte que 5% survivent. Et donc, comme ils croient qu'ils peuvent le faire, donc ils s'en foutent. C'est ça que Trump, il est contre le changement climatique. Il sait très bien, Exxon sait très bien qu'il y a du changement climatique. Ils ont changé leur discours dans les années 80. Donc ils savaient que ça allait venir et puis ils ont changé leur discours. Donc au plus qu'on est dans ces dynamiques-là, au plus on va dans overshoot et au plus longtemps ça dure pour se remettre. Jusque de 300 à 500 ans dans le passé. Et les sociétés égalitaires peuvent faire deux choses, soit diminuer l'overshoot et la période de remise en ordre, mais aussi l'éviter. Donc soft landing, il y a des sociétés qui ont réussi à faire soft landing, je ne sais pas comment on dit en français, un atterrissage doux. Donc il y a dans le livre Collapse, sur les voies de Jared Diamond, il y a des exemples de sociétés qui ont collapsé et des exemples de sociétés qui n'ont pas collapsé. Et donc l'égalité est un aspect de la survie de la planète. Donc l'écologie est totalement liée aussi à notre capacité de créer un monde plus juste. Donc ce n'est pas utopique, c'est une question de survie. Et les communs, c'est le moyen de le faire. Voilà. C'est beau, hein, pour terminer.